Et puisque nous avons, de manière réfléchie, fait le choix de se donner un peu plus de temps pour permettre à un certain nombre d'acteurs importants de disposer d'un peu d'espace pour pouvoir développer leurs pensées. Parce que c'est vrai que les tables rondes peuvent laisser quelques frustrations, à la fois d'ailleurs aux orateurs et aux spectateurs à ceux qui nous font l'amitié d'être présents. Alors, je ne présenterai pas Nicolas Revel, tout le monde le connaît, ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée, ancien directeur de cabinet du Premier ministre, ancien directeur général de la CNAM et actuel directeur général du premier groupe hospitalier européen, qui nous fait l'honneur d'avoir accepté cette intervention. Et sur sans doute un des plus fins connaisseurs de l'appareil d'État et de ses arcanes de sa génération, et qui nous fait l'honneur de nous présenter ses réflexions sur un thème très présent hier lors des discours d'inauguration, à la fois du président de la FHF et des deux ministres qui ont répondu. Évidemment, le financement des CHU, quelle soutenabilité pour demain, comment on se projette vers quelque chose qui peut tenir la route. Merci Nicolas. Merci, cher Philippe, pour m'avoir confié le soin de traiter de cette question qui n'est quand même pas la plus simple, celle de la soutenabilité financière des CHU. C'est pas la plus simple, mais c'est objectivement une de celles qui nous préoccupe quand même le plus en ce moment. On sort, je pense, tous d'une crise qu'on a tous vécue dans notre chair, qui était évidemment la crise sanitaire, mais ce qui a suivi la crise sanitaire, avec ce gros plongeon RH, ce plongeon capacitaire d'activité, qui a duré quand même quelques années. Tout le monde, je crois, a subi ce choc à des degrés divers. Et je pense que tous les hôpitaux sont en train quand même de remonter la pente. Maintenant, depuis, je dirais, selon les uns ou les autres, un peu plus de 2 ans, un peu moins de 2 ans. Mais enfin, on sent tous quand même qu'on est plutôt porté vers du mieux. Et avec des communautés médicales, professionnelles qui commencent à retrouver une forme d'espoir et de perspective. Et c'est vrai que c'est un vrai paradoxe qui est celui que nous vivons maintenant, alors que tout pourrait nous pousser à se dire qu'on est sur le bon chemin, de faire le constat qu'on est rattrapé au même moment par une dégradation de notre situation, de nos situations économiques et financières, dans une ampleur qui est assez inédite en réalité et qui pose en effet cette question de la soutenabilité. À la limite, je ne sais pas comment on l'a écrit pour demain, mais c'est en fait pour aujourd'hui déjà, parce que ce n'est pas uniquement une question de moyen terme. Alors, peut-être quelques mots sur cette dégradation, qui est en fait assez spectaculaire. Je pense qu'ici, tout le monde a un peu les chiffres en tête, mais je me permets quand même de les rappeler. Le résultat financier des CHU en 2019, il était positif et il va sortir en 2024 à moins 1 milliard d'euros. Et avec une dégradation très spectaculaire sur ces 4 dernières années. Puisque quand on prend le résultat consolidé de tous les CHU français, on était à 200 millions d'euros en 2021. On est passé à 400 millions d'euros de déficit en 2022. On est passé à 800 millions d'euros de déficit en 2023. Et on devrait finir à 1 milliard, autour d'1 milliard en 2024. C'est-à-dire qu'on fait en gros quelque chose qui est un x5 dans la dégradation du résultat en 4 ans. Et on se dit que souvent le déficit des CHU peut être parfois drivé par le déficit de l'AP, ce qui n'est pas inexact d'ailleurs, puisqu'il pèse. Donc regardons ce qui se passe sur le déficit des CHU hors AP. Bon. Et là, on voit en fait que quand on reprend le résultat sur ces 4 années, on passe d'un résultat qui était excédentaire en 2021 à quelque chose qui va tourner autour de 600 millions à peu près en 2024, ce qui fait quand même un x6, une dégradation d'un facteur 6. Et maintenant, si vous regardez tous les hôpitaux publics,
et que vous prenez la métrique du déficit en 2019, 600 millions de déficit, et que vous regardez 24, 2,8 milliards, vous êtes à peu près sur un x6. Donc c'est quand même, comme on dit, spectaculaire. Alors maintenant, comment on l'explique? Et est-ce que c'est ça la question finalement, évidemment, qu'on doit se poser ici dans ce stand des CHU, c'est est-ce que cette dégradation, elle sanctionne une baisse ou une dégradation de la gestion de nos établissements? C'est un peu d'ailleurs la petite musique qu'on peut entendre ici ou là en disant finalement cette dégradation, elle dit quelque chose de ce qu'est la bonne ou la moins bonne gestion des CHU ou des CH. Et quelque part, cette question, je pense qu'elle est légitime et qu'on doit évidemment l'affronter parce que, je vais y venir, il y a plein de raisons qu'on va évoquer, mais par définition, je pense qu'il faut aussi regarder en notre sein pour savoir si on a un sujet autour de ça. Et quelque part, heureusement, on aura 2 missions d'inspection interministérielle, IGAS d'une part, IGAS-IGF d'autre part, qui vont dans les prochaines semaines, prochains mois, venir un peu aussi nous éclairer sur tout ça. Dans l'attente de ces inspections, moi, je vois quand même 3 grands facteurs qui expliquent cette dégradation. Il y a d'abord un facteur évident qui est une baisse d'activité. Voilà. On a une baisse d'activité forte liée aux suites du Covid, qui a été certes couverte pour une large part par la garantie de financement, mais cette part a été, entre guillemets, n'a pas été de 100%, parce que c'était les recettes liées à l'assurance maladie, et que cette garantie, quelque part, s'est progressivement réduite. Voilà. Bon, et aujourd'hui, alors on se parle, sous le contrôle d'Olivier Bossard, on a 8 CHU seulement qui ont retrouvé le niveau d'activité en hospitalisation complète de 2019. Donc on est en fin 24, nous n'avons pas encore retrouvé, sauf dans ces 8 CHU, l'activité HC de 2019. Ambulatoire, certes, mais HC sur lequel le modèle économique repose fondamentalement, on n'y est pas encore. Première raison, la baisse de recettes d'activité. 2, y a-t-il une baisse de productivité dans nos organisations? Je pense qu'il y a eu, à la faveur des baisses capacitaires et des conditions dans lesquelles les lits ont réouvert, probablement un léger ajustement des ratios soignants dans nos établissements à des degrés divers. Je ne pense pas d'ailleurs que ce soit massif. Moi, je regarde très attentivement ce qu'il en est à l'AP depuis 3 ans, où je prends toutes les ressources effectifs titulaires, heures sup, intérim rapportés au nombre de lits ouverts et au nombre de lits occupés. Sur les IDE et sur les AS, je vois plutôt une stabilité sur 2 ans et demi. Mais je pense que par rapport à 2019, incontestablement, il y a eu des desserrements de ratio. Probablement, et je le dis, condition sine qua non pour pouvoir, à un moment donné, enrayer ce qui a été notre grand sujet de départ RH et de retrouver de l'attractivité. Et je pense que, par ailleurs, ce desserrement, il est durable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à aller regarder dans chacun des services pour voir si tout ça est bien ajusté, mais au macro, je pense que si on veut réattirer à moyen terme des jeunes générations paramédicales, ce sujet-là, on ne pourra pas revenir à des ratios de 1 pour 14 qu'Opermo d'il y a 10 ans. Bon, évidemment, au-delà des ratios, beaucoup de recours aux heures sup, beaucoup de recours à l'intérim qui ont coûté très cher. Et puis, troisième élément que nous portons, parce que c'est une vérité qui a pesé extrêmement lourd, le double choc financier de l'inflation qui a été massive en 23 et un peu en 24, compensé à 50% en 23 et moins en 24. Et deuxième élément, les revalorisations salariales qu'on connaît, le Ségur, tout ce qui a suivi derrière, avec, et c'est l'un des mystères du financement de l'assurance maladie, une construction d'âme avec 100% de compensation, et au bout du tuyau, on n'a pas trouvé nous les 100%, et on est entre 80 et 85%, et donc on a quelque chose qui a pesé à peu près pour 500 millions d'euros, un petit peu plus en réalité, de sous-compensation sur l'ensemble des CHU. L'inflation, c'est à peu près 400.
Alors, cette dégradation est spectaculaire. Je crois qu'elle est quand même largement exogène, même s'il faut toujours regarder ce qui s'est passé chez nous. Et elle est porteuse, moi je le dis, d'un risque financier quand même très important, puisque quand on regarde nos capacités d'autofinancement, on a quand même aujourd'hui 16 CHU qui sont en CAF net négative et on a 6 GHU qui sont en CAF brut négative. La PHP n'est pas dans les 6 qui est en CAF brut négative. Et donc il y a un vrai risque de soutenabilité de ce qu'est notre capacité d'investir dans les prochaines années, au moment même où nous sommes, je crois, les uns et les autres, engagés dans des plans d'investissement qui, en tout cas pour l'AP et pour beaucoup d'autres, n'ont jamais été aussi ambitieux et quelque part nécessaires. Alors du coup, on se retrouve dans une situation, je trouve, qui est quand même immensément paradoxale, 5 ans après le Covid. Parce que ce qui se passe au moment du Covid commence en fait juste avant le Covid. Fin 2019, la nation fait le constat quand même que l'hôpital public ne va pas bien, qu'il y a un sous-investissement et qu'il y a une crise de l'hôpital. Et on se rappelle qu'en novembre-décembre 2019, il y a déjà une décision assez forte de reprendre 10 milliards de dettes hospitalières pour soulager les établissements et leur permettre de réinvestir. En 2020, dans la suite du Covid, on fait la revalo Ségur pour redonner de l'attractivité aux établissements. Et en 2021, considérant que la reprise de dette ne suffit pas et qu'il y a des besoins d'investissement très forts, on fait le Ségur de l'investissement qui concerne quand même toutes les régions. Donc on a une reprise de dette, on a le Ségur salarial, on a le Ségur d'investissement. Et 5 ans plus tard, on a des déficits qui ont explosé, on a un endettement qui repart à la hausse, on a des plans d'investissement qui sont fragilisés et on a une forme aujourd'hui, on peut se le dire, d'inconnu sur comment on sort de là. Et qu'est-ce qu'on fait dans les années à venir compte tenu de ce champ de contraintes qui s'est resserré et dont je ne crois pas d'ailleurs qu'il soit le fruit d'une intention délibérée. Je pense que tout ça est un faisceau de facteurs qui fait que voilà, les choses se sont ainsi passées. Je prends par exemple l'exemple de la sous-compensation salariale, dont je ne pense pas que cela était une intention délibérée de le faire, mais c'est malheureusement un résultat. Alors comment faire à partir de cette situation? Je pense qu'il faut commencer par peut-être écarter des fausses idées ou des voies sans issue. Moi j'en vois 3. La première, je le dis... Et je le dis moi-même, je dis, il n'y aura pas d'argent magique. Je ne pense qu'on se trompe en pensant que, à la lumière du rapport de l'IGAS, le gouvernement va s'excuser en disant, écoutez, vous nous dites que c'est 500 millions, il n'y a pas de problème, je vous fais un chèque de 500 millions. Je pense que ça ne va pas exactement se passer ainsi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un sujet quand même de soutien économique sur lequel on a des choses à aller chercher, mais ça va être plus compliqué que cette formidable conclusion qu'on pourrait espérer. Voilà. Deuxième voie sans issue, je pense que c'est celle qui consisterait, et malheureusement je sens que ça peut être une tentation ici ou là, de renouer, faute de mieux d'ailleurs, avec des pratiques des années 2007, 2017, 2020, où pour tenir l'Ondam, on soumettait des établissements de santé à une régulation prix-volume qu'on a très bien connue, qui consistait, et moi j'étais dans des responsabilités où je voyais bien comment les choses se passaient, où on disait « Ah, les volumes qui sont attendus à l'hôpital l'année prochaine vont augmenter de 2,9%. Nous, on veut caler l'Ondam à 1,9%. Et donc, il y a une solution très simple, c'est qu'on fait -1 sur la T2A. On le fait évidemment de manière indifférenciée, parce que c'est plus simple, c'est ça qui permet d'avoir du rendement. Et on pense, en effet, à juste titre, qu'il y a des efforts de productivité, de rationalisation, de gains qu'il faut aller chercher, et que c'est ainsi qu'on va mêler l'utile qui est de faire des économies à court terme avec l'agréable qui est de pousser la sphère hospitalière à se restructurer. Sans pour autant, j'y reviendrai,
lui permettre véritablement de le faire en termes de carte sanitaire ou de capacité de gestion des organisations. Et donc je pense que cette voie-là qui est de revenir sur un mécanisme prix-volume quelque part, de repousser à de la productivité indifférenciée dans les années à venir, avec tout simplement des tarifs négatifs, va être non seulement difficile à porter politiquement, mais va par ailleurs aurait des effets, je pense, sur nos organisations qui seront immanquablement un peu les mêmes que hier, alors même qu'on reste quand même très fragile et que cette reconquête RH qu'on a tous plus ou moins fait, elle est fragile. Et on a des jeunes générations qui arrivent dans nos métiers qui peuvent quand même très rapidement repartir. Je pense aux paramèdes, mais les médecins et les jeunes médecins eux-mêmes sont encore plus, je dirais, dans une forme d'exigence vis-à-vis des conditions d'exercice qu'il ne faut pas, entre guillemets, négliger. Il y a évidemment toujours l'idée qu'on ne touchera pas aux soignants, mais que quand même, il faut qu'on regarde quand même les emplois administratifs dans nos établissements. J'espère que tout le monde ici est au clair sur ce sujet, mais je me permets chaque fois de saisir chaque occasion qui passe pour quand même refaire la vérité des prix sur ce truc. On a entendu à un moment donné qu'il y avait 28% ou 38% d'administratifs dans les établissements de santé en France, ce qui est quand même beaucoup plus qu'en Allemagne où il y en aurait 28%. Moi, je trouve que 28% d'administratifs, c'est même en Allemagne énorme. Et donc, on s'est tous dit, mais que se passe-t-il, quoi ? Bon, qui sont ces administratifs chez nous ? Donc, on a regardé tous, une fois qu'on sort les médecins, les soignants, au sens des paramèdes, aides-soignants, IDE, kinés, tout ce qui est autour de la rééducation, qu'est-ce qui nous reste ? Il nous reste en effet, non pas 38, mais 28% de personnel qui ne relèvent pas de ces catégories. Que font-ils ? On trouve les techniciens de laboratoire, les manips radio, les brancardiers. Moi, je les mets plutôt dans les soignants. On trouve les assistantes sociales et la filière, je dirais, socio-éducative au sens large. Pour moi, c'est aussi du cœur de métier. Après, on trouve une catégorie qui est objectivement administrative, mais qui est probablement la plus, je dirais, la prunelle des yeux de tous les services, c'est les secrétaires médicales dans les services. Je vous jure, enfin, on sait tous, si on touche à une secrétaire médicale dans un service, je pense qu'on ne passe pas, on ne sort pas du service vivant. Donc moi, je les mets dans... Voilà. Après, on a la filière technique, maintenance, qui essaye de faire en sorte qu'on puisse réparer un truc qui dysfonctionne. On a la filière numérique, informatique, qui permet à la fois de moderniser nos outils et de débugger ce qui ne va pas. Et puis, dans nos CHU, on a une filière très importante qui est la filière recherche. Tous nos techs, nos arcs, voilà. Et donc, quand ensuite, je prends le reste, avec, en effet, tous les effectifs dans les process d'admission administrative, de facturation, de RH, de paye, toutes les directions, plus ou moins nombreuses, et à la paix, on a plein de directions parce qu'on a plein de couches, on est à 6,4% des effectifs. On peut débattre de ce chiffre. Probablement peut-on, notamment sur des processus d'admission, faire un peu mieux. On ne va pas dire que c'est là qu'on va régler le problème. Troisième impasse, c'est l'investissement. On peut nous dire, écoutez les gars, vous avez plein de projets, c'est formidable, mais maintenant, c'est plus possible. Et je pense qu'on sera certainement amené, 5 ans après le Ségur de l'investissement, à revisiter des projets, leur format, leur équilibre HC, HDJ, leur pertinence parfois, certainement. Mais je pense que de tuer des projets attendus, matures comme il en arrive, serait délétère sur notre capacité à nous moderniser. Et je pense surtout que de toucher au plan courant, qui sont les crédits d'investissement qui permettent de renouveler du matériel, de maintenir en ordre de marche nos bâtiments, enverrait un signal délétère. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte de ce qu'a été la situation des hôpitaux qui a conduit à cette séquence de 2020-2021. Alors pour sortir de l'impasse, moi je vois 4 leviers, parce que j'aime bien le mot levier, moi. Donc,
À l'AP, on aime beaucoup les leviers. Alors, en dehors d'avoir, voilà, à l'issue de tout ça, peut-être entre guillemets, un petit financement supplémentaire qui serait évidemment nécessaire, mais donc raisonnons en dehors de ça. Je pense qu'il faut qu'on continue quand même à rouvrir à développer notre capacité. Je pense qu'une partie de la remédiation de la dégradation, c'est quand même notre capacité à avoir une activité dynamique. Moi, j'ai à l'AP encore des lits fermés. On est à 12%. Et je considère qu'une partie de ces lits fermés doivent être rouverts parce qu'il y a des besoins incontestables. Et comme je vous l'ai dit, la plupart des CHU n'ont pas retrouvé leur activité de 2019. Ça veut dire qu'on a fait des bascules ambulatoires, évidemment, certainement. Mais de là à dire que nous n'aurions jamais vocation à retrouver 2019, je pense, est extrêmement contestable. N'oublions pas quand même que, même si j'y reviendrai, il faut faire des bascules ambulatoires et investir d'autres manières de soigner, notamment sur les pathologies chroniques, que nous allons avoir devant nous un mur démographique et épidémiologique avec quand même beaucoup plus de gens à soigner dans les 25 prochaines années. Donc théoriser le fait que... Deuxième levier, c'est en effet, nous avons, je pense, des gains d'efficience à aller chercher dans nos organisations. Et je pense que voilà, nous avons tous, je pense maintenant, à cœur de regarder les choses. On a évidemment à faire le ménage sur les moyens de remplacement, parce qu'on a quand même beaucoup tiré sur les heures sup, beaucoup tiré sur l'intérim. Et au-delà même de l'effet, entre guillemets, mécanique, qui est qu'on reconstitue nos effectifs, donc logiquement on doit baisser, on doit aussi désaccoutumer des équipes à aller quand même beaucoup chercher des heures sup ou parfois de l'intérim, un peu de confortation. On doit faire ce travail. Je pense que sur les processus d'achat, de parcours administratif, moi j'essaye de faire à l'AP un truc qui n'est pas super simple à faire, qui est d'essayer de faire en sorte que l'admission ne se fasse plus dans les services d'admission, mais soit en ligne avant, soit dans le service directement. On a commencé, on va se donner 2 ans pour y arriver. Je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Je pense qu'en tout cas, moi je parle de l'AP, on a un travail à faire sur l'efficience de nos appros. Et je pense qu'on n'est pas totalement bon sur la bonne gestion, entre guillemets, de cela, avec à mon avis des surstocks et des péremptions qui existent dans nos organisations. Et je pense que par ailleurs, on a un sujet de pertinence que d'ailleurs, moi je trouve, la communauté médicale prend à bras le corps sur la biologie, l'imagerie, des prescriptions de médicaments. Ce ne sont pas des sujets tabous, c'est des sujets qu'on porte et qui commencent à prendre, je dirais, un certain relief en termes financiers. Troisième levier, on a un sujet de rationalisation de l'offre de soins dans ce pays. Je pense qu'on a bien sûr des bascules ambulatoires à poursuivre, évidemment. J'y reviendrai après, ça pose quand même la question du modèle économique de l'ambulatoire qui, à mon sens, n'est pas propice pour pouvoir nous encourager à aller beaucoup plus loin. Mais je pense que la ligne est bien évidemment de nous pousser à aller plus loin dans ce sens-là. Mais on a une carte des établissements médico-chirurgicaux en France dont on peut faire le constat qu'elle est, je dirais, pas totalement cohérente avec ce qu'on peut voir dans d'autres pays européens autour de nous. Les choses se sont déjà, depuis longtemps, quand même plus concentrées que chez nous. Et on voit bien que depuis, on va dire, 2018, Gilets jaunes, ce sujet a été quand même gelé pour des raisons tout à fait respectables, parce qu'aujourd'hui, je pense que nos concitoyens ne comprennent pas pourquoi on ferme des petites structures, quand bien même il y a des sujets de sécurité, de qualité, qu'on a objectivement lâché sur ce travail de pédagogie, de pourquoi on doit, à mon sens, fermer des petites structures pour des enjeux de capacité à assurer la sécurité, la permanence des soins, et puis parfois avec des taux d'occupation et des taux d'activité qui sont à 60-70%, et qui clairement sont sous l'optimum. Ça suppose, mais là je n'aurai pas le temps de le faire, de pouvoir proposer à ces territoires autre chose que de la gériatrie, du SMR. Et je pense qu'il faudra aussi amener une réponse en termes d'accès à des soins spécialisés
Et moi, je crois beaucoup à l'intérêt de forcer un peu le système pour avoir des consultations avancées, spécialisées, pas en médecine générale, spécialisées dans des territoires où aujourd'hui il y a une déprise médicale. Voilà. Enfin, quatrième levier, je pense que le changement de paradigme sur lequel il faut qu'on arrive à convaincre, c'est de se dire qu'on a une soutenabilité du système de santé en termes économiques qui ne se résume pas à la question du déficit de la sécurité sociale aujourd'hui. On a aujourd'hui à peu près un déficit de 14 milliards, alors qu'on était à l'équilibre, presque à l'équilibre en 2019. Ce creusement, on sait d'où il vient, c'est fondamentalement les revalos salariales non financés par des recettes et les revalos conventionnels non financés par des recettes. Je pense que ce sera très difficile de rééquilibrer la branche maladie au fil de l'eau s'il ne se passe pas quelque chose. Mais quand bien même on arriverait à remettre de l'argent par de la CSG ou des cotisations pour remettre cette branche dans une soutenabilité jouable, la branche maladie, elle a une singularité par rapport à la branche famille et à la branche vieillesse. C'est qu'elle est soumise chaque année à une tension entre la dynamique naturelle de la dépense, qui est autour de 3,5-4% par an, ce qu'on appelle le tendanciel, et le niveau de l'Ondam, sur lequel on peut équilibrer la branche, qui est plutôt autour de 2,5%. Et je pense qu'on va revenir à des Ondam autour de 2,5%. La branche famille n'est pas dans cette situation. La branche famille, les prestations sont flat, le nom de famille est égal, et cette branche, elle vit sa vie tranquillement. La branche retraite est soumise à une tension, certes, mais la branche retraite, elle se régule par une réforme extrêmement douloureuse tous les 10 ans et dans une loi qui ne passe pas comme une lettre à la poste, mais enfin, à un moment donné, elle est votée. On réajuste des paramètres de dépenses, de cotisation, de durée, d'âge légal, et on la restabilise pour une dizaine d'années et on n'y revient pas. La branche maladie, chaque année, on y revient. Parce que chaque année, le tendanciel va plus vite que le niveau de l'Ondam où on peut équilibrer la branche. Et je pense que c'est normal d'équilibrer la branche maladie, parce que théoriser qu'elle aurait vocation à gambader et à être dans le déficit jusqu'à plus soif, ça veut dire en gros que les dépenses des grands-parents sont financées par les petits-enfants 50 ans plus tard par une dette qui est transmise. Et donc cette tension qui fait que chaque année on va chercher des économies qui sont en fait des moindres dépenses. Pendant des années, on les a cherchées sur 2 des 3 paramètres qui font la dépense de santé. La dépense de santé, c'est 3 paramètres. C'est le volume des dépenses, le prix auquel on les rémunère, et c'est le taux de remboursement des assurés sociaux. C'est volume fois prix fois taux. Et pendant très longtemps, on a utilisé un très gros levier qui était les prix, tarif T2A, prix des médicaments, un peu les taux avec du déremboursement, et le sujet des volumes, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que le système de santé génère moins de consommation de soins, n'a pas été celui qui a été le plus activé parce qu'il est objectivement le plus compliqué. Et que quand on fait des calculs en début d'année pour caler un PLFSS, on se rassure plus vite avec une équation financière basée sur un taux et un prix plutôt que sur une campagne de communication sur les antibiotiques ou les troubles musculo-squelettiques. Mais il n'empêche qu'au regard de ce qu'est l'épuisement du système, je pense que nous devons absolument réussir à convaincre la sphère générale qui s'occupe des questions de santé qu'il faut qu'on réussisse à assurer cette soutenabilité en faisant que la pression se déplace, je dirais, de l'offre de soins vers la demande de soins, se déplace des établissements ou des professionnels vers la capacité qu'il nous serait donnée de pouvoir faire en sorte que la demande de soins se réduise ou se stabilise. Quel est notre grand enjeu aujourd'hui et dans les prochaines années? C'est clairement l'explosion des pathologies chroniques.
Les pathologies chroniques, c'est 25 millions de Français, c'est 66% de la dépense, et c'est plus de 70-75% de la progression de la dépense. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, ce sujet-là, qui est le moteur de la croissance de la dépense, nous ne le maîtrisons pas. Alors, quand quelqu'un est malade et qu'il arrive dans nos établissements, on le soigne. Et je pense que notre système de santé est hyper performant dans sa capacité à remettre sur pied un malade chronique qui ne va pas bien. Il en meurt quelques-uns. Mais enfin, quand même, globalement, quand même, on les soigne. Mais une fois qu'après, ils sont entrés dans la maladie, qu'ils ont eu un épisode aigu et qu'ils repartent chez eux, la question de savoir comment on les suit et comment on assure ce qui est quand même finalement le cœur de la bataille, qui est la stabilisation de ces malades sur longue durée, est aujourd'hui un angle mort de notre système. Et je ne vais pas être trop long, mais quand vous regardez qui peut s'en occuper, médecine générale, soins primaires, spécialistes de ville, établissements, je ne crois pas qu'aujourd'hui, le système soit organisé pour assurer un suivi extrêmement fin, réactif de ces patients, aujourd'hui, alors même que les outils numériques sont en train d'arriver et de nous permettre d'être beaucoup plus efficaces pour le faire. Et quand je regarde tous les articles 51 qui ont été évalués ces derniers mois, j'en vois quand même beaucoup qui font la démonstration qu'une amélioration du suivi et de la qualité des soins baisse la dépense de santé par patient entré dans ce type de dispositif. Et donc je pense que ce grand sujet de la qualité des soins, de la sécurité des soins, de la pertinence des soins, de la prévention primaire, du dépistage, sur lequel, mais prévention primaire, dépistage, là aussi, regardez les chiffres de la France, on n'est pas les champions d'Europe. Et de la prévention tertiaire sont les enjeux sur lesquels le système de santé doit pivoter et de se dire, mettons l'accent là-dessus, donnons-nous les moyens de le faire et maîtrisons la dépense en freinant ce tendanciel plutôt que chaque année se dire qu'un petit coup de rabot sur les professionnels de santé va permettre de tenir. Je termine par 4 réflexions sur les modes de financement. Une fois que j'ai dit ça, je ne crois pas que la clé soit de rouvrir des grands chantiers de refonte des modes de financement du système hospitalier en général. Je ne crois pas, je me ferai engueuler peut-être, que l'urgence soit de sortir de la T2A, quoi qu'on pense de la T2A. La T2A n'a pas que des qualités, mais ce qui a été le problème de la T2A, ce n'est pas la T2A, c'est l'évolution de la T2A et l'évolution des tarifs de la T2A et l'équilibre des tarifs entre les différentes, je dirais, offres de soins. Aujourd'hui, il n'est pas normal qu'un lit de soins critiques soit déficitaire. Un lit de soins critiques dans les hôpitaux est déficitaire de 200 000 € par an. Donc rééquilibrons cela. Je trouve que la valorisation de la radiothérapie, too much. Bon, voilà. Rééquilibrons, revalorisons, mais je ne pense pas que sortir de la T2A sera la solution, d'autant qu'on sera bien en peine de définir ce par quoi on la remplacerait. Voilà. Deuxième élément de conviction, je pense que nous avons, nous, CHU, sur ce qui n'est pas T2A, quand même des sujets sur comment on est financé pour le reste. Alors, je ne parle pas des MIGA qui obéissent chacune à des logiques particulières, mais je prends quand même les mairies qui, quand même, pour les CHU, sont un gros sujet. Alors, il y a toutes sortes de mairies. Je vais quand même prendre ce qui, je crois, je ne parle pas de la mairie enseignement qui est sous-financée. Je ne vais pas parler des RIHN sur lesquels on a un gros sujet devant nous, mais je vais prendre la dotation SOC Recherche, qui, comme vous le savez, est là, pas seulement pour compenser les pertes de recettes T2A, mais aussi, notamment sur les revalorisations de cette dotation SOC depuis le Ségur, de nous pousser à faire plus de recherche clinique. Et les CHU, je crois, ont intérêt à montrer leur capacité à pousser les feux sur la recherche clinique. Comment cette dotation est aujourd'hui répartie ? Elle est répartie sur la base de 2 grands critères qui sont les inclusions et les publications, les points SIGREC et les points SIGAPS. Les inclusions, on peut discuter sur les plafonds d'inclusion. Enfin, grosso modo, on voit à peu près comment ça marche. Maintenant, je prends les points SIGAPS. Moi, je vous le dis aujourd'hui, je considère que la manière dont les points SIGAPS sont calculés
favorise la non-recherche ou la mauvaise recherche, et pas la vraie recherche. Aujourd'hui, quand vous avez 3 auteurs de la PHP qui vont publier un édito dans une revue de rang B. C'est un édito. Ils vont rapporter, que ce soit la P ou Nantes ou Saint-Étienne, c'est la même chose, 6,6 GAPS. 6. Maintenant, je prends une publication dans une revue de rang A qui va rendre compte d'un essai avec 3000 inclusions, un essai qui va durer 5 à 6 années, où on est promoteur de l'essai, premier auteur de l'article, et où, par ailleurs, cet essai a impliqué beaucoup d'autres CHU, et y compris avec une coopération internationale avec d'autres établissements hors. Donc c'est un très gros essai, multicentrique, avec plein de CHU, des CHU internationaux, 3000 inclusions. On sort dans une revue de rang A et on est premier auteur, promoteur. Combien on gagne de points SIGAPS? 5. C'est pas 10 ou 15, moins. On gagne moins de points qu'un édito où on n'a rien prouvé, il n'y a pas d'études cliniques, il n'y a pas d'essai, 0. Moi, ce système, je sais que quand on dit ça avec la conf, on nous dit, oh là là, c'est des gros chus qui vont bouffer les petits, vous faites ça pour récupérer des millions d'euros sur le dos des petits. Si c'est ça le problème, on peut lisser ça sur 5-10 ans pour éviter que les perdants perdent trop. Je m'en fous. Mais remettons les signaux à l'endroit et faisons en sorte qu'on valorise la recherche clinique pour de vrai. Parce que si on ne le fait pas, la petite musique sur est-ce que les CHU font vraiment de la bonne recherche clinique, est-ce que la recherche clinique en France est à ce point au niveau où elle devrait être, on l'entretient nous-mêmes. Et donc je dis qu'on a un petit sujet autour de ça. Troisième conviction sur les modes de financement, le financement de l'ambulatoire. Je pense qu'il faut qu'on regarde bien. La Chirambu a toujours été historiquement très bien rémunérée, historiquement à l'égal d'une opération faite de manière classique, un peu moins aujourd'hui. Je pense qu'on commence sur certaines bascules à être limite sur l'intérêt à le faire, mais sur la médecine ambulatoire et les HDJ de médecine, je pense qu'aujourd'hui, le modèle économique, si on est rationnel, on ne bouge pas. Et je pense que ça, c'est un énorme sujet. Et enfin, troisième dimension, je pense qu'on doit aller, entre guillemets, à la conquête du domicile. C'est à la fois, je pense, tout ce qui va se jouer autour de l'HAD, mais qui doit être plus que la HAD, c'est aussi développer tout l'éventail des prises en charge à domicile, SIAD, SAD, et je pense que les hôpitaux doivent avoir une offre large et extramuros au domicile. Et enfin, je vous ai parlé du suivi des patients chroniques. Je pense que ce suivi ne peut pas être que dans des consultes externes et dans des HDJ de suivi. C'est aussi comment on les suit eux-mêmes à domicile. On a un bout de truc sur la télésurveillance qui n'est pas suffisant et on doit monter un modèle économique où on est, je dirais, financé, mais pas que nous d'ailleurs, mais le système de santé doit à un moment donné trouver son modèle économique pour faire ce suivi hors les murs, hyper réactif pour pouvoir faire en sorte qu'on ait moins, évidemment, de patients qui déboulent, évidemment, et qui consomment des soins. Voilà, j'ai terminé. Je pense qu'on a plus que jamais autour de ça besoin d'un cap stratégique et que je pense que tout le système et les acteurs l'attendent. Mais un cap stratégique, c'est forcément aussi une vision économique. Et donc, elle est importante avec un peu de cohérence, de constance. Et puis, en se disant qu'on va, même si aujourd'hui, on n'a pas une énorme visibilité et qu'il faut être un peu patient, on peut quand même se dire que les enjeux sont tels qu'on va quand même finir par y arriver un peu par nécessité. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup pour ce panorama complet et surtout cette perspective, en effet, qui consiste à changer de logique pour se libérer de ce qui apparaît quand même pour un cercle vicieux, comme un cercle vicieux pour nous et pour la nation.
Est-ce qu'il y a une ou deux questions par rapport à Nicolas Revel, par rapport à son intervention? Là, ils sont un peu intimidés. Eh bien, écoute, il nous reste à te remercier. Merci beaucoup. On en a parlé, et Nicolas Revel l'a évoqué. Une des préoccupations majeures de cette difficulté de financement, de la situation financière dans laquelle on se trouve, c'est les conséquences sur l'investissement. Et c'est l'objet même de la table ronde à laquelle on va assister aujourd'hui, on va assister maintenant avec nos intervenants.